La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous du TVR BPGO Business Club, l'économie décryptée par ceux qui la font. Et cette semaine, nous allons nous plonger dans l'univers des grands salons en accueillant quelqu'un symbolisant une très grosse structure nationale, mais qui a une véritable résonance également dans notre capitale régionale, à Rennes. Avant de vous le présenter, nos trois chroniqueurs du jour, merci à vous, Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à vous, maître Hélène Lodic-Baron, ancienne bâtonnière et vice-présidente du Conseil national des barreaux. Et grand merci à Philippe Plantin, président de la Chambre de métier de l'artisanat 35, président du Conseil national de l'artisanat de la Fédération française du bâtiment. Merci à vous trois pour accueillir quelqu'un qui va nous parler d'un rendez-vous structurant de notre calendrier à l'occasion des IAA, des industries agroalimentaires. Il s'agit bien évidemment du Grand Salon du CEFIA, 27e édition. Ça va se jouer au Parc des Expositions de Rennes Aéroport du 12 au 14 mars prochain. Je vous demande d'accueillir le directeur de division des salons professionnels GL Events, Exhibition Industrie, organisateur également du CEFIA. Il s'agit de Sébastien Gillet. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est un petit peu long hein, l'intitulé, mais j'ai voulu quand même tout placer parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc pour un salon vraiment qui est complètement inscrit dans le calendrier. Alors le CEFIA, Carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire. Voilà ces quatre lettres, avec un salon qui accueille 20 000 visiteurs, 1700 exposants. Il y en a 300 qui aimeraient bien rentrer, mais vous ne souhaitez pas, mais complètement ouvrir pour garder une véritable qualité. Mais la première question que j'ai envie de vous poser lorsque l'on est en Bretagne, terre agricole par excellence, un secteur agroalimentaire et des industries de l'agroalimentaire qui soutiennent l'emploi en région, c'est pas n'importe quelle région pour vous, pour les industries agroalimentaires. Ça a un sens un peu particulier quand même. C'est la première région agroalimentaire européenne, donc on est forcément fiers parce que le CEFIA est né en 97, comme vous l'avez dit. À l'époque, les salons se faisaient beaucoup à Paris ou à Lyon, qui étaient des grandes villes qui accueillaient les salons, et très très peu de salons en province. Et nous, on était éditeur de revue en 1996, une revue sur l'agroalimentaire. Et les annonceurs à l'époque nous disaient, mais faites un salon en Bretagne, c'est l'agroalimentaire, c'est pas à Paris. Donc petite entreprise de province, parce qu'on est basé dans le Lot-et-Garonne, on n'est pas ni parisien ni breton, même si mon cœur est tous les ans chez vous, 2 fois, 3 fois par an, et on y est bien. Et merci aux Bretons de nous accueillir chaque année. Donc à l'époque, on s'est dit, pourquoi nous on ne ferait pas cette manifestation en Bretagne, à Rennes. Et donc c'est né en 97 avec 360 exposants, 4500 visiteurs. Et 27 ans après, alors que bien sûr les premières années n'étaient pas les plus faciles, parce que le salon parisien c'est pas laissé faire, mais une nouvelle fois le Breton est fier aussi de ce qu'on lui a amené dans sa région et qu'aujourd'hui on a réussi à fidéliser des gens. Non seulement on a 250 entreprises qui ont fait les 27 éditions, mais on a aussi beaucoup de visiteurs qui ont fait les 27 éditions et on est la plus grosse manifestation et tous les enjeux agroalimentaires que vous avez, vous connaissez parfaitement et sont toujours chaque année au CEFIA. C'est un rendez-vous qui est complètement incontournable pour tout le secteur des industries agroalimentaires. Benoît. Bonjour et merci de votre présence. Pour qu'on comprenne mieux l'activité que vous représentez, est-ce que vous pourriez nous raconter comment on fait un salon ? Qu'est-ce qui est important ? Quelles sont la façon de faire, le savoir-faire en quelque sorte ? Et comment vous vivez cette expérience ici à Rennes ?
Alors nous, on la vit bien. Alors qu'un salon, comment on le lance? On le lance par, j'allais dire, à la fois par une opportunité, par aussi un risque. Parce qu'une nouvelle fois, en 96, je le redis, on était une petite entreprise, on n'était que 10. Si le CFIA n'avait pas fonctionné en 97, certainement je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Donc il a fallu aussi à un moment se dire, on y va à fond, on fonce, on met nos échos de côté, on met aussi la culture des salons, qui était à l'époque des grands stands, notamment les salons parisiens. Nous, on a voulu permettre aux TPE, PME de présenter un savoir-faire au même titre qu'un grand groupe. La taille maximum des exposants du CFIA, c'est 54 mètres carrés. On a voulu apporter dans cette région de production, c'est un salon cœur d'usine, donc les gens de la prod, les gens de la maintenance, ce sont des gens qui ne visitent pas forcément beaucoup de salons. Et on voulait leur apporter, en tout cas 200 km autour de chez eux, une manifestation qui amenait en fait tout le sourcing qui équipe une usine. Et rapidement, on a amené cette proximité, cette convivialité que vous avez, vous les Bretons. Alors à l'époque, on buvait un petit peu plus sur les salons, on boit un petit peu moins maintenant, mais on est né comme ça, on est né avec notre soirée, on est né avec ce moment de convivialité. Et tout ce que vous avez au CFIA, on a réussi à le garder en 27 ans. Alors, c'est pas une nouvelle fois, on aurait pu être comme certains, avoir la grosse tête, grandir très très vite. Je pense que les exposants nous ont pris aussi un peu sous leurs ailes, avec une certaine complicité, une certaine confiance, et nous ont permis de grandir le salon, mais de manière très modérée, en respectant la zone de chalandise, en respectant l'histoire d'un salon. Et c'est aussi pour ça qu'on est là auprès de 27 ans, et on a créé des liens avec beaucoup d'entre eux, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'exposants, et qui nous permettent de voyager, qui nous permettent d'avoir une crédibilité sur d'autres manifestations qu'on n'a peut-être pas ailleurs dans d'autres organisateurs de salon. Philippe. Oui, bonsoir à tous. 3 ans en arrière, vous avez dû annuler, je crois, le salon, cause Covid. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à toute la digitalisation qui peut se faire, toute cette visibilité qu'on a à l'extérieur, un salon attire encore les gens, attire une clientèle, attire vos propres clients? On a envie de se voir, on a envie de se rencontrer. Ce pays est né avec des rencontres, avec des salons, des événements sportifs. On aurait pu se poser la même question sur le sport. Et aujourd'hui, ou même les restaurants, une fois qu'on a pu de nouveau manger au restaurant, c'était de nouveau plein. Les stades, c'est pareil. Et le salon, en fait, ça a fait la même chose. Le digital, alors j'en profite parce que Jocelyn en a pas mal parlé tout à l'heure, c'est un complément de notre métier. On a eu besoin du digital pendant 2 ans pour essayer de survivre. Le groupe G11, c'est un groupe qui travaille que dans l'événement. Donc vous imaginez bien que de mars 2020 jusqu'à mars 2022, on a quasiment perdu 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2021, donc c'est énorme pour un groupe qui fait 1,4 milliard. Donc vous imaginez qu'il a fallu se relever. On a eu un président, mais ce n'est pas une nouvelle fois pour encore le remercier, mais qui a su tenir le groupe pendant cette année compliquée, ces 2 ans compliqués, parce qu'on a un groupe aussi international, donc ça a impacté tous les différents pays. Donc pendant 2 ans, ça a été difficile, mais on a créé, donc on a survécu grâce au digital, on a construit des plateformes qui permettaient en tout cas de parler à nos exposants, faire des webinaires, donc on n'a rien inventé non plus. Mais peut-être que ça a accéléré ce mode de communication qu'on n'avait pas forcément avant. Mais une fois que les salons sont repartis, réellement en mars 2022, vous l'avez dit, on a annulé l'édition de 2020. On a été le premier salon en 2021 à renaître avec les passes sanitaires. C'était à Rennes, c'était le 9 juin. Donc on était les premiers à avoir tous les masques, on était les premiers à avoir en fait un centre de détection de l'ARS qu'on remercie aussi. Donc on a fait très très peu de visiteurs dans cette édition. Mais il fallait en tout cas avoir un salon pilote pour pouvoir repartir, que ce métier reparte. Si le CFIA ne s'était pas fait en 2021, je pense que tous les autres salons n'auraient pas pu se structurer sur la partie test anti-dépistage, enfin en tout cas du Covid dans l'entre du salon. Donc on a été le salon pilote, mais qui a permis en tout cas de relancer la machine. Et une fois que la machine a relancé, on s'est aperçu qu'on fait plus de visiteurs aujourd'hui qu'on en faisait avant crise. Alors le visiteur, il travaille différemment, il visite peut-être les salons de manière différente, il les prépare. Mais aujourd'hui, on a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer. On n'achète pas une machine de 100 000 euros sur Internet, ou vous sourcez si vous voulez. Donc vous avez besoin de créer le projet, de voir les clients, de comment on peut l'ajuster, comment on peut affiner. Et heureusement, parce que même si aujourd'hui il n'y avait pas ces moments-là, on ne serait pas avec vous aujourd'hui. Donc on aime se voir, on aime s'engueuler, on aime se dire qu'on s'aime, mais le CFIA, c'est ça. Hélène. Indépendamment de la problématique d'espace, comment justement vous faites aussi pour ne pas être victime de votre succès et garder une cohérence dans l'organisation des salons ? On consulte beaucoup, on est les seuls, et ça tombe bien parce qu'on sort aujourd'hui d'une réunion sur les trophées innovation, donc sur lequel on partage beaucoup de moments avec notre jury qui était jury de visiteurs. On crée aussi un comité de pilotage visiteurs. Dans le monde des salons, si vous voulez, vous parlez beaucoup aux exposants, on parle très très peu aux visiteurs, à part sur des e-meetings. Nous, on s'est dit, on va les réunir autour d'une table et ils vont nous dire comment on doit faire grandir le CFIA. Un exposant, il a un regard plutôt ROI. Le visiteur, il n'a pas un regard ROI, il a un regard de se dire, moi, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir telle activité, j'ai envie de voir telle configuration de salon, j'ai envie de voir tel exposant. Et nous, on essaie de faire grandir le salon en fonction de ce qu'il peut nous dire. Donc c'est vrai qu'on a grandi en fonction aussi du parc, vous l'avez dit. On a un parc aujourd'hui qui est le seul parc privé de France, sur lequel on demande à M. Pigeot si chaque année il peut aussi faire un peu de travaux, ce serait toujours mieux. Mais en tout cas, on prend tous les halls isolés, chauffés, parce que nous sommes au mois de mars, on n'est pas au mois de septembre, et même on reconstruit aussi une structure qui nous permet d'accueillir plus d'exposants. Donc on a essayé à chaque fois
choix de grandir en fonction de ce qu'on pouvait attirer en visiteurs. Pour être transparent avec vous, 20 000, 21 000, 22 000 visiteurs, je ne dis pas qu'on est au taquet. On aurait du mal à aller beaucoup plus loin. Donc grandir le salon, il faut le faire grandir sur des activités, comme l'a dit Jocelyn, sur la partie digitale, sur la partie IA, sur la partie cybersécurité. Donc il faut qu'on continue à grandir dans ce secteur-là, mais toujours en respectant soit la zone de chalandise d'exposants, soit les thématiques de l'agroalimentaire qui vont faire qu'évoluer, ou soit aussi la demande du visiteur qui, lui, a certaines activités qui n'est pas en recherche. Mais par contre, il y en a d'autres, en effet, ils se questionnent. La cybersécurité est un vrai sujet sur le monde agroalimentaire. Alors votre grande force, Sébastien, c'est d'avoir réussi aussi à avoir l'acheteur d'un côté et l'utilisateur de l'autre. J'aimerais juste que l'on prenne le temps d'expliquer votre démarche. Il y a eu un véritable triptyque parce que vous avez commencé au tout début pour être un salon de process. Très vite, vous avez enclenché pour y rajouter l'emballage et puis le troisième et dernier étage. Les ingrédients. Les ingrédients, voilà, les produits alimentaires intermédiaires que l'on appelle les PIA. Ça a été vraiment fait méthodologiquement, ce salon. Ça a été fait, toujours pareil avec l'écoute. Alors ça fait prétentieux de dire ça, mais on a réussi, après 27 ans, toujours écouter notre marché. Oui, on a commencé par le process, parce qu'aujourd'hui, le process, c'est le cœur un peu du CEFIA, sur lequel vous trouvez la robotique, la digitalisation, enfin tous les différents secteurs qui composent presque une usine. Mais une nouvelle fois, la configuration du CEFIA elle est unique parce que vous avez des grosses manifestations, notamment en Allemagne, qui vont toucher l'emballage, qui vont toucher le process ou qui vont toucher les ingrédients, mais les trois en un, vous n'en avez pas. Une nouvelle fois, si on veut, par rapport à cette zone de chalandise bretonne qui est très importante, n'oublions pas que 15% des salariés en Bretagne sont dans l'agroalimentaire. Donc on avait, nous, à cœur de se dire, on va vous apporter tout ce que vous avez besoin dans une usine. Les ingrédients en font partie, les PAI en font partie, surtout que les nouvelles tendances alimentaires, c'est souvent eux qui les créent, comment on va consommer demain. On a aussi beaucoup besoin de rassurer les consommateurs sur nos produits, qui plus est aujourd'hui. Et nous, on l'a voulu, en fait, chaque année, mais toujours en respectant la taille du salon, en respectant un petit peu la notoriété du CEFIA. Pas grandir trop vite. Grandir trop vite, on aurait pu aussi, une nouvelle fois, faire en sorte que le salon se dégringole. Il y a un salon qui commence à chuter, c'est très difficile à remonter. Donc on a aussi écouté, en faisant en fonction que l'emballage était une part importante de l'agroalimentaire, surtout qu'aujourd'hui, les enjeux de l'emballage sont très importants. On ne les mesure pas, le grand public, mais le professionnel sait très bien qu'aujourd'hui, si on n'emballe pas bien, si on ne respecte pas les fameuses lois qui vont arriver en 2025 et 2027, on aura des sanctions. Donc aujourd'hui, cette configuration fait une complémentarité parce que souvent, les mêmes entreprises envoient les différents responsables achats ou responsables production, responsables d'usine qui viennent en fait voir différents secteurs du salon. Benoît. Quand on construit avec succès un salon comme vous venez le faire, et en fait j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'on se dit que ça peut être un modèle qu'on peut transposer dans d'autres pays, par exemple, puisque vous évoquiez la dimension internationale de votre groupe, et est-ce qu'on se dit on va essayer de l'internationaliser, c'est-à-dire de faire venir des gens des quatre coins de la planète pour justement profiter de ces savoir-faire rassemblés de manière unique. Dans cette façon de voir votre univers de business, comment vous vous situez et quelles seraient vos envies ? On a les deux en fait. La première, c'est si bien sûr on peut internationaliser le salon. Alors on a 15% de visiteurs étrangers et à peu près entre 15 et 20% d'exposants étrangers. Ça peut être difficile à arrêter parce qu'on a une problématique logistique. On commence à avoir des gens qui dorment à Saint-Malo, qui dorment à Nantes. Donc c'est toujours difficile sur un salon de 3 jours de faire dormir des gens à 150 km. Même si le space, vous pouvez vivre un peu sensiblement la même chose, le space reste très régional, si j'ose dire, entre guillemets, très local, que nous, l'agroalimentaire, même si le Grand Ouest fait partie de 60% des visiteurs, on a quand même une typologie de visiteurs qui viennent d'un peu partout en France. Donc oui, on souhaiterait l'internationaliser, mais il faudrait aussi qu'on puisse, et que la ville de Rennes, je profite pour passer un message, que la métropole de Rennes continue ou en tout cas accentue plutôt leur accompagnement sur les événements. C'est important parce qu'aujourd'hui, le CEFIA, bien sûr, me permet de vivre, mais fait vivre aussi toute une région, toute une ville, tout un écosystème. Et l'Allemagne a cette force aujourd'hui, quand vous avez un salon, que toute une ville accueille le salon, se colore autour du salon, les taxis, les hôtels. En France, on est un petit peu timide là-dessus. Il n'y a qu'une ville qui le fait, c'est Lyon. Pas parce que GL est à Lyon, mais parce que la ville a compris que quand vous avez des événements comme le CIRA ou comme d'autres manifestations, mais il fallait accueillir bien les visiteurs, bien les exposants. Je trouve que Rennes, là-dessus, est encore un peu trop timide pour justement, et c'est juste presque de la politesse et de la bienveillance qu'on peut avoir sur le visiteur. Donc, il faut qu'on passe cette étape-là aussi pour pouvoir avoir la prétention d'aller chercher du visiteur ou de l'exposant étranger, voire même encore de la France entière. Donc le premier aspect, c'est bien sûr, si on peut l'internationaliser, on va le faire, mais il faut qu'on ait les structures. La deuxième, dupliquer, oui. Alors dans d'autres pays compliqués, parce que les autres pays ne nous ont pas attendus pour faire un CEFIA
ou d'autres manifestations, notamment l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, si je prends les pays limitrophes à la France. Dans d'autres régions, on a dupliqué un concept CEFIA à Toulouse, parce qu'on n'est pas très très loin non plus. Pareil, on respecte la zone de chalandise, on n'est pas du tout sur les mêmes typologies d'entreprises. Les entreprises sont plus petites, on n'a pas aussi d'entreprises aussi importantes dans la viande, dans le lait que vous avez en Bretagne. Donc on l'a adapté à la région toulousaine, donc on sera plutôt sur un événement qui sera déjà biennal, le CEFIA est tous les ans, et plutôt de 350 à 400 exposants. Mais ne faisons pas un salon pour du business, ne faisons pas un salon pour dire on va faire une manifestation comme ça s'est trop fait, faisons un salon parce qu'il y a une légitimité, parce qu'il y a une région, parce qu'il y a un accueil, parce qu'il y a une demande. Et globalement, tous les salons qu'on a eu la chance de faire, en tout cas de mon côté, parce que j'en fais 12 par an, sur toutes les régions de France, on a toujours essayé d'abord de sonder le visiteur avant l'exposant. C'est plus difficile de faire venir un visiteur sur un salon qu'un exposant, qui plus est aujourd'hui où on compte les coûts pour un visiteur et le temps. Philippe. Donc je vois que vous êtes incontournable sur les salons. Pour le coup, j'ai cru comprendre que vous aviez 3 métiers. Vous allez peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus. Est-ce que c'est une force? Est-ce que vous pouvez éventuellement ne mettre en avant qu'un seul pour obtenir une nouvelle clientèle ou du moins des nouveaux salons? C'est la force du groupe. En effet, G11 s'est construit à 45 ans sur un premier métier qui était en fait l'installation d'événements sportifs, culturels, politiques. On a la chance que ce groupe aujourd'hui fait tous les grands événements, alors principalement sportifs. Les Jeux Olympiques, on va arriver, donc on est partenaire, je ne dirais pas qu'on est sponsor, on est prestataire officiel, donc c'est-à-dire tout ce qui va être tribune, tout ce qui va être énergie. Le groupe aujourd'hui est plus que consulté et donc va être le partenaire sur d'autres événements sportifs aussi mondiaux, comme la Coupe du Monde notamment au Qatar. Ça, c'est le premier métier du groupe qui fait 50% du chiffre d'affaires, donc je vous l'ai donné à peu près tout à l'heure, donc ça vous donne à peu près une idée. Côté en bourse? Côté en bourse, tout à fait, depuis 98 ou 2000, si je ne dis pas de bêtises, au second marché. Deuxième métier du groupe, c'est la partie venues. Donc on est aussi une quarantaine de sites dans le monde sur lesquels on est gestionnaire. C'est des DSP, on n'est pas propriétaire. On commence aussi à avoir des stades, comme le Loup. Vous savez que le groupe est propriétaire du club de rugby de Lyon, sur lequel donc, le stade, aujourd'hui, on est en délégation de service public. Donc on a une quarantaine de sites un peu partout en France, mais aussi beaucoup à l'étranger, beaucoup au Brésil, beaucoup en Italie, beaucoup en Chine aujourd'hui. Et le troisième métier, pour faire la boucle, ça va dans le sens que vous avez évoqué, c'est la partie exhibition, donc elle est la plus jeune, parce qu'elle date de 2005-2007 pour le groupe. Donc c'est la partie salon, donc on organise entre 200 220 salons par an, donc du B2B, du B2C. Et c'est vrai que parfois on rentre dans les pays soit par venues, donc soit par le site, soit par l'installation générale sur les grands événements sportifs, ou par les salons. Et l'intérêt après, c'est bien sûr de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire les 3 métiers sur un même endroit, sur un modèle économique? Je pense que vous comprenez plus vite que moi que ça fonctionne bien, et tant mieux. Mais après, une nouvelle fois, je le redis, il y a d'autres sites sur lesquels on n'est pas propriétaire, sur lesquels on n'est pas en DSP, alors que le salon a une légitimité. On ne va pas faire le CEFIA à Caen, par exemple, alors qu'on a une DSP à Caen, juste parce que le groupe est présent. On va faire le CEFIA parce que cette région-là, notamment celle de Rennes, est plus légitime. Mais en tout cas, voilà, c'est un groupe qui a su, une nouvelle fois, grandir en fonction de certaines opportunités et d'un modèle économique que le président Olivier Gillon a vite compris, et pas les 7 dernières années. Depuis 2000-2005, il a compris qu'il fallait toucher les 3 métiers. Par contre, quand vous avez une crise Covid, c'est sûr qu'on est impacté sur les 3. Hélène. Vous avez des exposants fidèles. Avec votre regard extérieur, quel est justement votre regard sur l'évolution du monde agroalimentaire et quel est l'état d'esprit aujourd'hui de ce monde agroalimentaire? Alors, il s'est professionnalisé parce que l'agroalimentaire, le CEFIA principalement, n'est pas connu du grand public parce qu'on connaît plus le SPAS parce que c'est palpable pour nous, encore plus pour vous parce que c'est dans votre région. On connaît plus le CIALE parce que c'est les produits finis, donc c'est ce qu'on consomme. Mais entre les deux, on oublie qu'il faut quand même le transformer, il faut l'emballer, il faut y ajouter des ingrédients. Donc c'est vrai que ce n'est pas un salon qui est connu du grand public. On essaye à travers des grands médias, et je remercie Stéphane chaque année aussi d'y être présent, parce que c'est ce qui permet en tout cas au grand public de montrer qu'en France, on sait bien fabriquer, on sait bien transformer, on peut être rassuré sur les produits, même si je sais qu'aujourd'hui c'est un vrai débat, et ils ont raison, nos agriculteurs, de se battre pour qu'on évite de se faire avoir comme ça s'est passé dernièrement. Mais en tout cas, le CEFIA aujourd'hui montre complètement qu'on peut être rassuré sur la manière où les produits sont transformés, sur la manière où ils sont aussi emballés, sur la manière où on consomme. Le CEFIA va montrer aujourd'hui les tendances de consommation de demain, va montrer aussi toutes les problématiques de sécurité alimentaire, traçabilité notamment. Donc toute la technologie du CEFIA aujourd'hui, elle évolue en fonction des consommateurs. Aujourd'hui, le consommateur est beaucoup plus friand de nomadisme, par exemple. Donc on s'est adapté, le CEFIA s'est adapté à ce style de consommation. Donc on est sur affaire sur une industrie qui est riche, qui a des belles valeurs. Moi, j'aime énormément ces entreprises agroalimentaires
pas que les grands groupes, parce qu'elles ont des valeurs humaines, des valeurs de transmission. Et si le CEFIA peut permettre aujourd'hui à cette transmission, ce savoir-faire qu'on a, d'être transmis, en tout cas d'être mieux communiqué, le CEFIA a en tout cas eu apporté sa pierre à l'édifice. On a un enjeu important, ce sont les jeunes, les compétences. Dans l'industrie avec un grand I, c'est les enjeux de demain, ce n'est pas les enjeux de savoir-faire, ce n'est pas les enjeux de business qu'il va y avoir, parce que l'agroalimentaire est un secteur encore protégé, fragilisé, mais encore protégé. Mais si on n'y apporte pas de l'attention aux jeunes demain, je pense qu'on va louper le vrai virage que l'industrie avec un grand I, et l'agroalimentaire entre autres, doit avoir. Et votre force, c'est aussi de savoir capter l'atmosphère avec Food Talent, notamment l'année dernière, ces jeunes, et préfigurer déjà le recrutement des entreprises de l'agroalimentaire. Cette année, vous allez mettre aussi un focus sur un dossier très important. Vous allez mettre l'eau à l'honneur, car c'est un sujet vital pour l'usine agroalimentaire du futur. Bien sûr, tout ce qui est RSE, tout ce qui est eau, tout ce qui est gaspillage, tous ces sujets-là. Alors les industriels ne nous ont pas attendus non plus. Les industriels, ils sont toujours dans l'anticipation de ce qu'il va y avoir, telle crise. Quand on parle d'énergie aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ont anticipé soit sur moderniser l'outil industriel, soit sur des jumeaux numériques. Enfin, en tout cas, plein d'outils aujourd'hui. Et pour vous dire, une nouvelle fois, on sort du jury des trophées innovation. Et les innovations aujourd'hui qui sont dans l'IA, mais pas que dans l'IA, vont être encore toujours en avance pour accompagner les opérateurs, opératrices, donc les utilisateurs de matériel, sur les problématiques qu'il va y avoir demain. Donc on est beaucoup moins dans le gaspillage. Une nouvelle fois, l'eau en fait partie. Donc il y a aussi des réglementations sur l'eau qui arrivent. Comment aujourd'hui les industriels vont essayer de moins gaspiller d'eau. Et une nouvelle fois, il y a plein d'innovations. Quand on parle aujourd'hui dans les secteurs de la boulangerie, la récupération de chaleur sur les fours, ils n'ont pas attendu la problématique de l'énergie de l'Ukraine notamment pour le faire. Ça fait 5, 7 ans, 10 ans qu'ils ont déjà anticipé ces problématiques au cœur des usines. Il nous reste 4 minutes. On va faire questions et réponses très courtes. Comme ça, on va essayer de faire un tour de table. Benoît. Vous êtes en Bretagne aujourd'hui et on croit, nous, au développement de ce territoire. Et moi, je suis votre patron, un instant de raison. Et je vous dis, il faut nous monter un nouveau salon en Bretagne. Sur quel thème vous choisiriez de le faire et à quel endroit? Sur la tech. Et je le ferai à Rennes. Mais non seulement je vous dis qu'on le fera, mais on va le faire aussi en 2025. Et le CEFIA va être aussi un peu la plateforme, va être aussi un peu la vitrine de pouvoir aujourd'hui sensibiliser tous ces acteurs de la cybersécurité, de l'IA, parce que vous êtes dans une région qui est très porteuse dans ces secteurs-là. Donc on va lancer un salon sur la tech en 2025 à Rennes. Bravo, belle anticipation, Benoît. Hélène. Et quel est le salon que vous avez monté et dont vous êtes le plus fier? Le CEFIA. Questions et réponses rapides. On est je vraiment suis dans né le avec le tempo. CEFIA en 80. Enfin, je suis sorti de l'armée, j'ai travaillé toujours dans l'entreprise de mon père et je suis né avec le CEFIA. J'ai d'autres manifestations sur lesquelles je suis très attaché sur l'industrie, mais le CEFIA restera pour moi. D'ailleurs, le jour où j'arrêterai le CEFIA, il va falloir que je m'y prépare. C'est comme un sportif qui est retraité, il va falloir qu'il se prépare aussi à l'après CEFIA pour moi. Philippe. On a parlé d'éco-responsabilité des acteurs des salons. Votre groupe, en termes d'éco-responsabilité? De plus en plus, parce que c'est un groupe coté en bourse et qui doit aujourd'hui parler RSE. Donc notre métier, en fait, c'est beaucoup d'éphémère. Donc si nous, on ne joue pas le jeu, alors on va jouer le jeu à travers de la moquette, on va jouer à travers de tout ce qui va être jetable, si j'ose dire. Donc le CEFIA aujourd'hui va forcément aujourd'hui s'y employer. Donc on va mettre du recyclable, beaucoup plus de recyclable qu'à une époque. On va faire un tri des déchets, chose qui ne se faisait pas il y a 3-4 ans. Ça paraît paradoxal à dire, mais c'est une vérité du monde des salons. On va aujourd'hui, quand on va fabriquer une enseigne pour un événement, on va essayer de la garder pour l'année prochaine. On va fabriquer des bâches qu'on va utiliser sur 2-3 années, sur lesquelles on mettra plus de date. C'est une nouvelle fois des choses qu'on ne faisait pas peut-être avant le Covid. Donc c'est plein de petites choses de notre métier sur lesquelles on a un objectif de baisser de 25% tous nos coûts à ce sujet-là, en tout cas sur le côté RSE. Et une entreprise cotée en bourse, les Vigilants aussi communiquent beaucoup dessus. Mais en tout cas, un grand merci. On aura l'occasion de se retrouver pour la 3e année consécutive pour une émission dédiée vraiment aux investissements des entreprises agroalimentaires en région Bretagne. Il faut dire que le CEFIA, c'est du 12 au 14 mars prochain au Parc des Expositions de Rennes et Aéroport. Il y a plein de choses. Il y a le Pôle Innovation Hub, il y a des masterclass, il y a des rencontres B2B, il y a un cybervillage, un espace dédié start-up aux ingrédients de demain, mais également un showroom. C'est ça le CEFIA, c'est un 360 degrés de l'activité. Sur tout l'agroalimentaire, les jeunes, les moins jeunes, les différentes filières agroalimentaires, c'est 20 000 visiteurs professionnels. C'est là où on construit l'agroalimentaire de demain.
Merci en tout cas, j'aimerais remercier David Luche et Bernard Bleuzen hein, qui ont activement coordonné un peu l'échange de ce soir. Grand merci Sébastien Gillet, on peut vous applaudir bien fort et la centaine de personnes travaillant à vos côtés pour faire du CEFIA une véritable réussite. Merci à toutes et à tous, au public, chez vous et encore merci Sébastien Gillet pour cette édition 2024 du CEFIA. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.